Nathalie Blum, bonsoir. Vous êtes directrice Bonsoir. générale de Dons en confiance. C'est un label qui garantit les bonnes pratiques en matière de dons et vous êtes partenaire de cette étude qui montre une baisse du nombre de personnes qui font des dons en France, moins 4%. Ça n'était jamais arrivé depuis la création de ce baromètre qui date, qui a plus de 20 ans. Pourquoi subitement faisons-nous moins de dons, Nathalie Blum ? Alors, cette étude montre qu'il y a une tendance sur les dons qui sont faits, c'est un indicateur de tendance sur les dons qui sont déclarés à Bercy, donc pour déclarer une déduction sur l'impôt sur le revenu. C'est pas tous les dons, tout le monde ne déclare pas ses dons. Quand on fait un don dans la rue qu'on donne Voilà. à quelqu'un ou quand on fait un petit don sur SMS, ça n'apparaît pas dans votre baromètre. Votre baromètre, c'est uniquement ceux qui le déclarent sur leur feuille d'impôt pour avoir la réduction d'impôt, c'est bien ça ? Alors, il y a ceux qui déclarent pour avoir une réduction d'impôt, et c'est à peu près 2,5 milliards de dons qui sont ainsi déclarés. C'est ces dons-là qui sont effectivement, on a constaté, et c'était effectivement une première fois, une stagnation, une baisse des donateurs, des foyers fiscaux qui donnent, et malgré tout avec une augmentation du don moyen. Mais c'est qu'une partie des dons. Tout le monde ne fait pas un reçu fiscal. Quand on donne d'abord pour une cause qui nous intéresse. On ne fait pas toujours un reçu fiscal pour les petits dons. Combien de Français font des dons comme ça et demandent ensuite d'avoir un récépissé fiscal pour ensuite avoir la réduction d'impôt ? Ils sont nombreux, ces Français, à faire ça ? Oui, c'est 5 millions de Français, environ plus de 5 millions de Français qui demandent un récépissé pour, quand ils ont fait un don et qui peuvent le déduire des impôts. On peut déduire combien ? Quand on donne 100 € à une association, par exemple, là, il va y avoir le Téléthon. Si je donne 100 € au Téléthon, je peux demander au Téléthon un récépissé ? On peut demander, vous pouvez demander et déduire, si vous donnez 100, vous pouvez déduire 66 € de votre don. Donc c'est une générosité qui n'est pas totalement gratuite. Hein. C'est-à-dire que finalement, le don de 100 € de sa poche, on ne va mettre, si j'ai bien compris, que 34 €. Mais vous allez tout de même mettre 34 €. Donc vous allez quand même donner à une cause. La première raison pour laquelle on donne, c'est d'abord parce que vous avez envie de soutenir une cause. Et l'incitation fiscale, ça vous permet de donner davantage ce que vous auriez donné initialement. Ça permet d'abonder finalement, de donner plus, mais c'est toujours d'abord la cause qui vous incite à donner. D'accord, c'est-à-dire que finalement on se dit je vais donner beaucoup plus parce qu'ensuite je vais avoir une réduction d'impôt et donc ça va me coûter moins cher au final. Voilà. Alors les associations en effet notent une baisse de dons. Je vous propose Nathalie Blum d'écouter le secrétaire général du Secours catholique, mais auparavant on va écouter des particuliers qui disent en effet qu'ils sont très sollicités un peu partout pour faire des dons. On écoute. On donne plus non plus tellement, je veux dire on est tellement sollicité que... Ça dépend des moments, c'est irrégulier. C'est une petite participation. Voilà, en fonction de nos moyens. Le vieillissement de la population, effectivement, les moyens peut-être plus difficiles qu'ils ont à vivre font que certains d'entre eux ne peuvent pas continuer à nous soutenir. Alors, vous avez des tas de chiffres dans votre étude. Est-ce qu'on a un profil de ceux qui font des dons ? Qui donnent ? Et combien on donne en moyenne ? Alors, ceux qui donnent, ce sont les donateurs. Plus on avance en âge et plus on donne. Les donateurs les plus âgés, les plus de 60 ans, sont ceux qui donnent le plus. On peut l'expliquer peut-être par deux raisons. D'abord parce que plus on avance en âge, normalement plus on a de revenus. Et puis peut-être aussi que plus on avance en âge, plus on a été sensibilisé à des causes. On a eu un proche qui a été malade ou on a vu des urgences humanitaires qui nous ont émus. Donc on a ce lien entre l'âge et le fait qu'on donne davantage. Quelles sont les principales associations, les causes dont vous parliez qui... récolte des dons, c'est quoi les grands thèmes ? Les grands thèmes, c'est l'exclusion, la pauvreté, tout ce qui est aussi relatif à la santé. Ça touche les Français. L'aide aux plus démunis, c'est les grandes causes qui touchent les Français. Est-ce qu'on est bien sûr, quand on fait un don, que son argent est intelligemment utilisé ? Parce qu'il y a alors, sans parler du scandale de détournement de fonds, on se souvient tous de l'ARC. Hein, oui, alors maintenant, l'ARC est une association labellisée donc confiance, donc elle s'est engagée et elle respecte un grand nombre de pratiques, de la transparence, le respect du donateur. Elle ne souffre pas d'un énorme problème de réputation Alors, elle a renoué son lien avec ses donateurs en s'engageant à respecter des bonnes pratiques, des règles très exigeantes de transparence, de recherche d'efficacité, de respect du donateur et de probité et désintéressement, qui sont les piliers de la confiance. Donc on peut redonner à l'ARC. Et alors, même s'il n'y a pas fraude, on se dit il y a des associations où l'essentiel de l'argent sert aux frais de fonctionnement et non pas à la cause qui est censée servir. Ça existe, ça ? Alors, les Français sont très attentifs quand ils donnent 100, ils veulent que
tout aille à la cause. Ouais. Il faut aussi qu'une structure ait des frais de fonctionnement pour permettre que l'argent, pour permettre l'acheminement de l'argent à la cause, si on peut dire. Mais ce qui c'est quoi compte, ces frais en général? C'est 20-30%? C'est très variable d'une organisation à l'autre. Ça ne doit pas dépasser un certain montant, mais ça dépend vraiment d'une structure. Une structure qui a beaucoup de bénévoles ne fonctionnera pas de la même façon qu'une structure qui en a peu. Mais ce qui est important, c'est qu'on soit toujours le plus efficace quand on veuille utiliser l'argent. Et surtout, c'est que l'argent ne soit pas gaspillé, qu'il ne soit pas mal utilisé, qu'il n'y ait pas de... Ce qui intéresse les Français, c'est qu'il n'y ait pas de dépenses somptuaires, qu'il y ait des règles sur les rémunérations des dirigeants. C'est ça qui fait que les Français seront rassurés sur le fait que l'argent aille bien à la cause qu'ils souhaitent soutenir. Voilà, et ça, c'est l'objet de de nos contrôles. Voilà. De vos contrôles. Alors, ce qui vous inquiète, il y a deux réformes, on l'a dit, hein, les gens donnent, mais ils sont aidés fiscalement. Oui. Sauf qu'on sait, en France, les règles fiscales changent sans arrêt. Et là, il y a 2 modifications qui vous font craindre le pire en matière de dons. Quelles sont ces modifications qui vous font craindre le pire? Alors, sans craindre le pire, tout de même, il y a l'incertitude fiscale, c'est jamais bon pour la confiance finalement. Et pour donner, il faut avoir confiance, y compris dans ce que ça va nous coûter. Encore une fois, quand on donne pour la cause. C'est la première chose. Mais on a un petit coup de pouce. Mais on a un petit coup de pouce. Alors, il y a la question du prélèvement à la source qui a suscité des interrogations en se disant, si on donne, c'était sur l'année 2017, qu'est-ce qui va se passer si je donne? Est-ce que je pourrais déduire de mes impôts le don que j'ai fait? Ah oui, puisque les revenus de 2017 ne devant pas être taxés, voilà. Ça ne servait à rien d'avoir la réduction d'impôt sur des revenus qui ne devaient jamais être taxés. Mais ça va être le cas en 2019. L'année prochaine, dans un an pile, les revenus de 2018 ne seront pas taxés. Donc vous allez souffrir, là. Alors, en fait, le gouvernement a bien pris en compte ces éléments et il n'y aura pas d'impact à ce niveau-là. C'est-à-dire que les dons que vous ferez continueront à être déduits prélèvement à la source, avec le prélèvement à la source. Donc il n'y aura pas d'impact possible. Si on fait un don de 100 €, on pourra toujours avoir la réduction d'impôt de 66 et qui s'appliquera en 2019. Exactement. Il y a une autre réforme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient des dons. Je crois que ce n'est pas anodin, hein, c'est 10% des recettes pour réduire leur ISF. Sauf que l'ISF, supprimé. Donc... Alors, effectivement, c'est quelque chose, l'impôt sur la fortune, il y avait des dispositions aussi fiscales qui faisaient qu'on pouvait déduire jusqu'à 50 000 € des dons que l'on faisait. Et pour certaines fondations, pour certaines organisations, ce n'était pas toutes les associations, c'était les fondations reconnues d'utilité publique et certaines associations. Et ça va être transformé dans l'impôt sur la fortune immobilière. Oui, mais qui sera 3 fois plus petit. Qui sera 3 fois plus petit. Donc ça veut dire 3 fois moins de raisons de donner. Hein. Alors c'est une crainte, c'est un risque. C'est que cette réforme quand même de mise en place du don à apporter, c'est pour des personnes qui ont choisi de faire des dons. C'est une culture du don. Ça a amené des personnes qui avaient l'ISF et qui se sont dit « je vais donner et bénéficier du dispositif ISF ». Et on peut penser que quand on s'est intéressé à une cause, même si ça se réduit, ça va continuer à donner. Si probablement il y aura quand même un impact. D'accord. Les dons, on l'a dit, ça baisse en argent, mais est-ce qu'il n'y a pas plus en plus de gens qui sont bénévoles? Non. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans du bénévolat. Les dons, globalement, il y a ceux qui sont déduits, mais il y a aussi tous les dons qu'on donne comme ça, sans récépissé, et ça? Et ça, les tendances ne disent pas, on n'a pas d'éléments pour les mesurer. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui donnent par ces nouvelles formes de dons. Et on aura l'occasion de le montrer, puisque dans 3 jours, vendredi, c'est le Téléthon, donc l'association française contre la myopathie, on pourra donner. Alors à partir de vendredi, le standard ouvre, et le numéro de téléphone, c'est le 36 37. Espérons qu'on batte un record. Puisque France Télévisions est partenaire de ce Téléthon qui commence vendredi. Merci beaucoup, Nathalie Blum, donc directrice générale de Dons en Confiance. Et vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air. Caroline Roux, les Anglais sont-ils en train de regretter le choix du Brexit? Le divorce s'avère aussi coûteux que complexe. On parle de rétablir une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Brexit, c'est par où la sortie? Gardez la tête froide. C'était votre magazine d'actualité avec Seafood from Norway. Toute l'expertise de votre magazine d'actualité avec le laboratoire Mylan.
Sois un peu tolérant avec lui. Non mais il n'y a pas de tolérance. Tu crois que l'assurance, elle va être tolérante quand on va leur expliquer que c'est ton fils qui a oublié de fermer le robinet? Alors on fait comment, nous, maintenant? Appuyez-vous sur une valeur sûre. À la Matmut, la tolérance, c'est d'assurer aussi certaines maladresses. Parce qu'un oubli, ça peut arriver à tout le monde. Sûr? Sûr. Oui, bah, continue. Personnalisez votre assurance habitation selon vos besoins. Matmut, ma valeur sûre. Moi, je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté, tout l'été, laissez-moi danser. Cet hiver, venez assister au Festival de cinéma européen des Arcs. Du cinéma, du ski, des invités prestigieux, des avant-premières, des concerts, du 16 au 23 décembre. Excusez-moi. N'insistez pas, je suis marié. Goûtez-moi ces olives. Des olives ou rien, fruits et légumes. Impossible. Alors? Mais alors, c'était quoi avant? Je sais pas. Serge! Merci. Croque-Frais, vous n'aviez jamais mangé d'olive auparavant. Éveillez vos sens et découvrez la richesse incomparable d'un grand camembert moulé à la louche. Langto, jusqu'où ira le plaisir camembert? En hiver, vos pieds se dessèchent et des crevasses douloureuses peuvent apparaître. Les experts Scholl ont développé la crème reconstituante K+. Sa forte concentration en urée pénètre rapidement et répare les talons crevassés pour des pieds doux et apaisés. Crème reconstituante K+, de Scholl. Il y a très longtemps, Prométhée a volé le feu au dieu de l'Olympe pour le donner aux hommes. À partir de là, l'homme va développer tous les arts et les techniques. Ils ont vu l'univers comme un sujet de connaissance possible. Science, architecture, philosophie. Si on n'interroge pas son existence, autant mourir tout de suite. Découvrez comment le peuple grec a façonné le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Nous nous tenons à l'endroit exact où est née la démocratie. L'épopée de la Grèce antique, dans Science grand format présenté par Mathieu Vidard, ce soir à 20h50 sur France 5. Avec l'âge, la peau perd son élasticité et les rides se creusent. Nouveau, Eucérine Hyaluron Filler plus Elasticity à l'acide hyaluronique et à l'arctéine comble les rides même profondes et améliore l'élasticité de la peau dès 2 semaines. La peau paraît plus ferme, le teint est frais, éclatant. Eucérine Hyaluron Filler plus Elasticity. Fêtez Noël avec Eucérine et retrouvez nos offres exceptionnelles Hyaluron Filler. Eucérine. Éveillez vos sens et découvrez la richesse incomparable d'un grand camembert moulé à la louche. Langto, jusqu'où ira le plaisir camembert? Mozart, le Requiem. Le Requiem. Redécouvrez le chef-d'œuvre inachevé de Mozart comme vous ne l'avez jamais entendu. En envoyant un chèque ou en faisant un don, vous donnez tous les moyens durables et nécessaires à ceux qui se battent contre la faim dans leur pays. Envoyez vos dons sur ccfd-terresolidaire.org. CCFD Terre Solidaire, tous humains contre la faim. Yves faisait plus de 100 kilos. Maintenant, il en fait 87 grâce à Comme J'aime pour Homme. Nouveau, messieurs, découvrez Comme J'aime pour Homme et perdez 7 kilos. Dès le premier mois, c'est prouvé. Nicolas faisait plus de 100 kilos. Maintenant, il en fait 80 grâce à Comme J'aime pour Homme. Testez Comme J'aime et bénéficiez d'une semaine gratuite. 7 petits déjeuners gratuits, 7 déjeuners gratuits, 7 desserts gratuits, 7 dîners gratuits. C'est pas si dur. Vous mangez des plats, vous perdez du poids. Appelez le 0800 37 37 37. 0800 37 37 37. Comme J'aime pour Homme, c'est pour nous les hommes. Que la fête commence. Champs-Élysées de Lindt, c'est toute la magie des maîtres chocolatiers Lindt. Le plus fin des chocolats dans le plus féerique des coffrets. Champs-Élysées de Lindt, le chocolat est en fête. Lindt, maître chocolatier suisse. Gardez la tête froide.
Tout de suite, votre magazine d'actualité avec Seafood from Norway. Toute l'expertise de votre magazine d'actualité avec le laboratoire Mylan. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est devenu un chemin de croix pour Theresa May. La première ministre britannique accumule les difficultés dans la négociation sur le Brexit. Hier encore, elle a dû faire face à un nouvel obstacle, la question de la frontière nord-irlandaise. Un point de blocage qui s'invite dans une discussion déjà très compliquée pour une chef de gouvernement fragilisée. Alors que l'économie marque le pas avec une croissance en berne, une inflation à la hausse, bien loin des lendemains qui chantent promis par les pro-Brexit. Les Anglais ont découvert qu'ils devraient débourser 50 milliards comme solde de tout compte avec l'Union européenne et non pas 20 comme leur avait promis Theresa May. Un argument pour ceux comme Tony Blair qui propose même désormais de faire machine arrière et de revoter. Brexit, c'est par où la sortie? C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste à l'hebdomadaire L'Express. À la une de votre journal à paraître cette semaine, Edwige Plenel, un homme qui divise la France. Philippe Turle, vous êtes journaliste britannique à RFI, Radio France Internationale, correspondant pour de nombreux médias français et britanniques. Vous enseignez le journalisme bilingue à la Sorbonne. Catherine Mathieu, vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous êtes spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes et économiques. Patrick Martin-Geniez, vous êtes spécialiste des affaires politiques européennes et des collectivités territoriales. Vous êtes membre de l'École des affaires publiques de Sciences Po et professeur à l'INALCO. Citons votre prochain ouvrage, L'Europe a-t-elle encore un avenir, publié aux éditions Studirama Bréal. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je le disais en commençant cette émission, il y a eu une interview très remarquée signée Tony Blair la semaine dernière qui expliquait au fond qu'un nouveau référendum était souhaitable. Alors est-ce qu'il est possible? Et est-ce que c'est Tony Blair dans son coin qui imagine un retour en arrière? On sait qu'il n'était pas tellement favorable au Brexit. Ou est-ce que cette idée-là commence à faire son chemin face, et on va y venir longuement dans cette émission, à l'étendue des difficultés dans la négociation pour le Brexit? Philippe Turle. Alors, oui et non. Je dirais que pour Tony Blair, évidemment, c'est le moment propice pour se remettre en scène en Grande-Bretagne en disant, voilà, je vous propose de faire un nouveau référendum. Pour ceux qui ont voté pour le départ de l'Union européenne, pour eux, il n'y a pas question qu'il y ait un nouveau référendum. Ils ont dit, on a voté pour partir, donc il faut aller jusqu'au bout. Là, on est au milieu des négociations. Pourquoi est-ce qu'on fera un référendum maintenant? Et de toute manière, si on fait un deuxième référendum, pourquoi pas faire une troisième après pour faire le meilleur des trois? Donc, on fera un seul référendum. Ça a eu lieu. Mais pour Tony Blair, c'est évidemment le moment le plus béni pour sortir, pour dire, ben voilà, si j'avais été Premier ministre, par exemple, jamais on aurait eu un problème pareil. Mais le problème reste qu'une majorité des Britanniques ont voté en faveur pour partir de l'Union européenne. On va clore le sujet. Ça n'est pas sérieux comme hypothèse. On voit à quel point c'est compliqué. J'imagine que quand on est britannique, on doit se dire peut-être que si on avait su, peut-être que le vote aurait été différent. Oui, mais évidemment, si on avait su, on aurait peut-être fait autrement. Mais ce n'est pas terminé. Les discussions ne sont pas finies. Donc, évidemment, il faut aller jusqu'au bout pour savoir comment se passe. Ce qui pourrait arriver, mais je pense que ça n'arrivera pas, on parle plus généralement de cela, c'est qu'on fasse un référendum à la fin, quand on a eu le deal qu'il faut avec l'Union européenne, pour savoir si oui ou non, les gens sont favorables ou pas. D'accord. C'est vrai qu'effectivement, quand on regarde les sondages au cours du temps, ils nous disent toujours aujourd'hui que si les Britanniques votaient de nouveau, très probablement, ils voteraient en majorité pour sortir. Donc c'est risqué aujourd'hui pour Theresa May, par exemple, de dire je vais faire un nouveau référendum. Si elle regarde les sondages, on sait qu'il faut se méfier des sondages tout de même, mais malgré tout, aujourd'hui, les Britanniques ne semblent pas avoir changé d'avis. Et donc, ça me semble aussi très difficile que la position de Tony Blair avance au sein de la société britannique. Et aujourd'hui, Tony Blair est très minoritaire à dire il faut organiser un nouveau référendum. Christophe Barbier. On peut se demander si Tony Blair ne veut pas, non un retour en arrière, mais un retour de lui-même, Tony Blair, dans la vie politique britannique. Sans doute. Parce qu'on sait qu'il est devenu très minoritaire, il est quasiment au banc dans son parti, que Corbyn n'a évidemment pas pris du tout la même direction. C'est peut-être la carte Blair qu'il joue. Il y aura peut-être un jour un nouveau référendum, mais ça sera dans 25 ans, dans 50 ans. Peut-être un nouveau référendum d'adhésion, comme au début des années 70, quand les Britanniques ont dû choisir d'adhérer à l'Union européenne. Et les autres pays d'accepter
les Britanniques. C'est ce qui avait été fait en France, où on avait dit oui, finalement, à l'entrée des Britanniques. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il y aura une nouvelle Europe politique, ça ne sera plus du tout la même qu'aujourd'hui. Il y aura un nouveau contexte géopolitique dans 50 ans, où en seront les États-Unis, où en sera la Chine, la Russie, etc. Et donc, on sera dans une autre histoire. L'histoire actuelle, elle doit arriver à son terme, c'est-à-dire un Brexit accompli, aux conditions de l'Europe, négocier avec les Britanniques, mais que ni sur la facture, ni sur les frontières, ni sur le jour d'après, comme on dit, eh bien les Britanniques n'aient le beurre et l'argent du beurre. Tous les avantages du grand large et tous les avantages aussi de la continuité d'un commerce au sein de l'Europe. Mais il y a toujours cette tentation de dire ça ira pas au bout. Ça va être trop compliqué. Parce qu'on voit aussi que les négociations, et encore une fois, on va en parler, sont très âpres et extrêmement complexes. Comment vous expliquez ? On est d'accord que c'est impossible aujourd'hui, même au niveau européen, de dire bon, on fait machine arrière, il y a un calendrier et une date de sortie. Voilà, il y a une date de sortie, mais ce n'est pas tant un référendum qui pourrait être possible qu'une nouvelle consultation populaire, d'une certaine façon, sur les modalités de sortie du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, enfin de l'Union européenne, pardon. Et donc, et d'ailleurs, certains ministres le disent, l'idée est peut-être irréalisable, mais il commence à germer dans le débat politique. On disait que Theresa May allait gagner haut la main les élections législatives. Donc, c'est des choses qui se jouent à quelques mois, quelques semaines. Quelle est la différence avec un référendum ? Quand vous dites une consultation populaire, ça serait quoi ? Ce serait par exemple soumettre les résultats de l'accord de sortie à effectivement une consultation, ou alors le coupler avec des élections législatives qui pourraient avoir lieu de façon anticipée à l'occasion effectivement de ce résultat en 2019, car vous savez que Theresa May est quand même extrêmement minoritaire, on le voit aujourd'hui avec les unionistes, et donc on pourrait envisager qu'une consultation de nouvelles élections législatives puisse intervenir sur la base des résultats obtenus pour sortir ce pays de l'Union européenne. Donc ce ne serait pas un référendum, mais on pourrait considérer cela comme un quasi-référendum. En d'autres termes, donner un blanc-seing à Theresa May pour les modalités de négociation de sortie de l'Union européenne. Pour la relégitimer ? En quelque ou sorte, au contraire pour la disqualifier ? Soit pour la disqualifier, soit pour la relégitimer, effectivement, dès lors qu'elle est minoritaire et qu'elle est très affaiblie dans son propre camp. Ça me paraîtrait aussi là très risqué pour Theresa May, parce que si Theresa May s'est trouvée affaiblie suite aux élections législatives, ça n'est pas à cause de l'Europe et du Brexit, c'est parce qu'on lui a reproché d'avoir une politique trop austéritaire. Et c'est là que Jeremy Corbyn a gagné des voix au Royaume-Uni en disant il faut stopper l'austérité. Et c'est sur ces éléments-là qu'elle a perdu. Donc coupler la question européenne avec des questions de politique intérieure, ça me semblerait vraiment très risqué pour Theresa May. Peut-être, mais elle a déjà fait des paris très risqués. C'est vrai. Elle a perdu un, elle pourrait le regagner. Comment vivent tout ça, pardonnez-moi Philippe Turle, comment les Britanniques vivent tout cela ? Nous, on vit ça au rythme des complexités de la négociation européenne. Michel Barnier vient de temps en temps nous faire un bilan d'étape. Comment est-ce que les Britanniques y vivent tout ça ? Est-ce que dans les jours d'après, les mois d'après, il y a toujours un effet de sidération ? Est-ce qu'ils ont des états d'âme sur le Brexit, ou est-ce que de toute façon, ils laissent Theresa May négocier en se disant la vie continue, peu importe ? Bon, alors, la première chose, c'est que ceux qui ont voté pour le Brexit commencent à s'impatienter quand même un peu en disant, mais par exemple, pour la facture que la Grande-Bretagne doit régler auprès de l'Union européenne, moi j'ai entendu beaucoup de gens qui ont dit, mais on n'a que de s'en aller, et on les dit, pardonnez-moi l'expression, on les dit merde, et puis on claque la porte, on ne paye rien. Parce qu'on a besoin de rien payer. Et pourquoi payer ? Parce qu'on s'en va. Donc ça, c'est la première réaction. Et on est trop long, il faudrait qu'on clôture tout cela le plus vite possible, parce qu'on sera mieux tout seul. Pour ceux qui ont voté contre, évidemment, c'est le chagrin, c'est la tristesse, et c'est là-bas, je vous ai dit que ça allait aller mal, mais on ne savait pas que ça allait aller aussi mal que cela. Donc peut-être qu'on pourrait faire demi-tour à un moment. Ça, ils ne le feront pas. Et pour ceux qui ne savent pas vraiment ce qui se passe, mais c'est ceux qui souffrent le plus, parce que les prix montent, l'économie ne fonctionne pas aussi bien que l'on espérait. Évidemment, le chômage est relativement bas en Grande-Bretagne par rapport à la France, par exemple. Mais on ne sait pas où on va avec tout cela. Parce que la ligne de fond, il ne faut pas oublier cela, c'est qu'on est toujours dans l'Union européenne. On n'est même pas parti encore. Donc on parle toujours des négociations. Et pour beaucoup de gens, ils pensent, c'est déjà fini, le Brexit a eu lieu, on est parti. Maintenant, il faut qu'on fasse notre santé ailleurs. Mais en fait, on est toujours dans l'Union européenne et personne ne sait exactement ce qui se passera en mars 2019, le jour où on claque la porte et on s'en va, et on est tout seul. Pas même et donc, Theresa May, peut-être. Elle ne le sait pas non plus. C'est ça. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que les discussions entre Theresa May et les dirigeants européens sont laborieuses. Hier encore, alors qu'un accord avait été trouvé sur le montant du ticket de sortie du Brexit, fixé donc à 50 milliards d'euros, une nouvelle question assez inattendue est venue gripper les pourparlers, celle de la frontière nord-irlandaise. Un dossier politiquement
très sensible qui pourrait fragiliser un peu plus une Theresa May déjà bien à la peine, on l'a bien compris. Walid Berissoul et Nicolas Baudry-Dasson. Un divorce, mais toujours aucune conciliation entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Hier, à Bruxelles, Jean-Claude Juncker et Theresa May devaient annoncer ensemble un premier accord sur les termes du Brexit. Mais devant les journalistes, les sourires étaient crispés et le constat d'échec acté en quelques minutes après des heures de négociations. Malgré nos meilleurs efforts et les progrès significatifs que nos équipes ont réalisés ces derniers jours, il n'a pas été possible d'arriver à un accord complet aujourd'hui. Nous avons négocié dur et beaucoup de progrès ont été faits sur la plupart des sujets. Il y a une volonté commune d'avancer. Mais sur quelques points, il y a toujours des divergences qui demandent d'autres négociations et des consultations. Tout semblait pourtant bien engagé sur la facture, 50 milliards d'euros que Londres accepte de payer pour quitter l'Union, ou sur le sort des Européens vivant outre-Manche et des Britanniques installés sur le continent. Mais le blocage s'est joué loin de Bruxelles, en Irlande du Nord. Après le Brexit, c'est la seule frontière terrestre qui devrait délimiter, théoriquement, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Une frontière, aujourd'hui purement virtuelle, franchie tous les jours par 30 000 personnes dans les deux sens et par ce chauffeur de poids lourd. Là, nous sommes en République d'Irlande. Et là, regardez ce panneau. Bienvenue en Irlande du Nord. On vient de franchir la frontière. C'est si simple, aucune restriction, pas de police, pas de douane. C'est très fluide. Cette simplicité, Jean-Claude Juncker et Theresa May voulaient la conserver. C'était écrit noir sur blanc dans l'accord. Mais c'était sans compter les vieux démons qui tourmentent encore l'Irlande du Nord. 20 ans à peine après une paix fragile qui a mis fin à des années de guerre civile. Cette poignée de députés nord-irlandais sont farouchement attachés à la Grande-Bretagne. Et surtout, sans eux, Theresa May n'a aucune majorité pour gouverner. Hier, ils ont donc décidé de lui dicter leur volonté. Pas de Brexit, sans le retour d'une vraie frontière physique entre les deux Irlandes. Nous avons été très clairs. L'Irlande du Nord doit quitter l'Union européenne dans les mêmes termes que le reste du Royaume-Uni. Pas question pour eux, donc, que l'Irlande du Nord soit un cas à part, qui garderait un accès privilégié au marché européen. Un statut envisagé par les négociateurs du Brexit, que l'Écosse, puis le Pays de Galles, et même la ville de Londres ont immédiatement demandé, tour à tour, à travers ce tweet, par exemple, du maire de la capitale, Sadiq Khan. Énorme conséquence pour Londres si Theresa May concède qu'il est possible qu'une partie du Royaume-Uni reste dans le marché unique après le Brexit. Les Londoniens ont massivement voté pour rester dans l'Europe et un accord similaire pourrait protéger des dizaines de milliers d'emplois. Une partie du Royaume-Uni toujours dans l'Europe, une autre dehors. L'unité même de la Grande-Bretagne se trouve menacée. Face à cette situation inextricable, une voix s'élève, celle de l'ancien Premier ministre Tony Blair, sorti de sa retraite politique pour essayer d'arrêter le Brexit. Il faut respecter le vote. Mais d'un autre côté, je dis toujours aux gens que le Brexit, c'est un peu comme un échange de maisons, où vous ne savez pas à quoi va ressembler l'autre maison. Donc vous pouvez dire, OK, sur le principe, je veux bien y aller. Mais une fois que vous découvrez l'autre maison, que vous voyez le voisinage, que vous voyez à quoi ça ressemble, il est possible alors que vous changiez d'avis. Annuler le Brexit, un scénario exclu d'emblée par Theresa May, affaibli et attendu à nouveau à Bruxelles d'ici une dizaine de jours, avec l'espoir tout aussi incertain de conclure un accord. Et nous reprenons notre discussion avec cette question. Les Britanniques ont-ils ignoré délibérément le problème que poserait l'Irlande lorsqu'ils ont voté en faveur du Brexit ? Non, c'est venu très vite sur la table des négociations. Michel Barnier avait envisagé 3 chantiers, la frontière irlandaise, la facture et le jour d'après, comment on a des relations avec un pays qui vient de quitter l'Union européenne. Donc la frontière irlandaise, c'était tout de suite vu comme un problème. Et pas seulement un problème technique, frontière terrestre, mais aussi un problème
psychologique et politique. Pourquoi psychologique? Parce que c'est un pays qui a été déchiré par une guerre civile, parce qu'il y a du sang sur cette histoire-là, et depuis 100 ans, depuis 1917, et qu'on ne peut pas comme ça effacer les mémoires d'un trait de plume ou d'un référendum. Donc cette mémoire ancienne et tragique s'est ajoutée aux difficultés de négociation d'une sortie telle que le Brexit. Alors c'est à la fois un problème irlando-irlandais, c'est un problème irlando-anglais, et c'est un problème entre l'Europe et le Royaume-Uni. Donc c'est extrêmement compliqué, et on l'a vu, c'est devenu en plus une sorte de prise d'otage, puisque dans la vie politique intérieure britannique, ce petit parti irlandais tient un peu en respect, tient en otage Theresa May. Donc elle est poussée à leur faire d'énormes concessions pour sauver sa place, et eux, évidemment, font monter les enchères. C'est à se demander si le Brexit ne pourra avoir lieu, notamment sur ce sujet, que lorsque Theresa May aura cédé sa place. C'est-à-dire, est-ce que les conservateurs britanniques n'ont pas intérêt, comme ils l'avaient fait en remplaçant Thatcher par Major, à faire une sorte de révolution de palais, de changer Theresa May en mettant à la place quelqu'un qui n'aura pas le déficit de ces législatives à moitié ratées et qui pourra dire à ce petit parti, écoutez, moi je vais chercher un autre cocktail majoritaire, je fais sans vous. C'est pas simple, mais ça peut être une clé de sortie. On découvre ce petit parti, j'avoue que je ne le connaissais pas, le DUP, donc ce sont des conservateurs, des ultra-conservateurs. Ce sont des ultra-conservateurs qui sont effectivement pour rester dans le Royaume-Uni, c'est ça qui est très particulier. Et donc c'est un point très fort et c'est pour cela qu'hier tout le monde a été un peu surpris que le parti d'un seul coup dise attention, nous on ne veut pas qu'il y ait de changements, de réglementations qui fassent qu'on ne soit plus forcément complètement dans le Royaume-Uni. Mais c'est un petit parti effectivement très conservateur et qui souhaite rester britannique. Alors il faut bien voir qu'il y a une particularité de l'Irlande du Nord qui est que l'Irlande du Nord reçoit énormément de transferts budgétaires du Royaume-Uni. Donc d'une façon générale, en Irlande du Nord, on est plutôt pour rester proche du Royaume-Uni parce qu'on reçoit des transferts budgétaires et que le système social, en fait, est plus favorable que le système en Irlande du Sud. Donc, ça fait partie des éléments de discussion. Alors, peut-être après, pour répondre au point sur la question de la frontière irlandaise, il y aurait une façon très simple de résoudre ce point-là. Ce serait de laisser le Royaume-Uni dans le marché unique. Ça, c'était le point de départ, la première demande de Theresa May et des Britanniques. Non, mais je comprends. C'est le beurre, l'argent du beurre. Ça plaît pas du tout à Christophe Barbier, je vous le dis. En fait, et c'est là que je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est pas le beurre et l'argent du beurre, c'est que les Britanniques, eux, souhaitent être, dans leur majorité, dans une Union européenne qui soit simplement un grand marché, mais qui n'aille pas vers davantage d'intégration politique et économique. Et donc, en fait, si on avait, entre guillemets, dit au Royaume-Uni, vous sortez de l'Union européenne, mais vous continuez à faire partie du marché unique, ou bien vous restez dans l'Union douanière, en fait, la question de la frontière disparaîtrait entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Sauf que là, on ne peut pas faire machine arrière sur ce point-là. Ça paraîtrait très étonnant, mais dans la demande qu'a fait Theresa May depuis plusieurs mois d'essayer de mettre en place un partenariat spécial avec l'Union européenne, il y a quand même cette dimension économique qui est très forte. Et peut-être qu'à un moment donné, les Européens et le Royaume-Uni se mettront d'accord. Ça semble inextricable, cette affaire irlandaise vue d'ici. C'est ubuesque ce qu'on a vu hier, parce qu'on avait des discussions entre Jean-Claude Juncker d'un côté et Theresa May de l'autre. Et Theresa May est sortie de la réunion pour passer un coup de fil à la présidente de la DUP, Arlene Foster, pour lui expliquer ce qu'elle allait faire. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Arlene Foster? Elle a dit non, je ne suis pas d'accord. Donc, quand vous avez vu la tête de Theresa May hier, quand elle est venue dans la conférence de presse qui a duré, je ne sais plus, 45 secondes, ce qui était ridiculement courte, c'était pour dire, finalement, on n'a pas d'accord. Alors que toute la journée, les gens disaient, ouf, on va trouver un accord, la frontière entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise, ça sera réglé. Eh bien non. Donc on est retourné à une case départ. Et là où est le problème pour Theresa May, c'est qu'on n'est plus dans un problème européen, on est dans un problème britannique entre l'Irlande du Nord, la République irlandaise et le reste du Royaume-Uni. Donc à Bruxelles, on se dit, voilà, c'est même pas nous qui sommes concernés cette fois-ci, c'est les Britanniques qui ne sont pas d'accord entre eux. Ça, c'est le premier problème pour Theresa May. Deuxième problème pour Theresa May, là, comme vous avez très bien expliqué, ça serait très facile de dire que l'Irlande du Nord reste dans la zone douanière, que ça reste avec la libre circulation des personnes et des marchandises. Mais les DUP disent, nous, on n'est pas d'accord parce que le reste de la Grande-Bretagne ne le sera pas et il y aura des questions que nous, on le reste autrement, différent par rapport au reste de la Grande-Bretagne. Si on sort de l'Union européenne, c'est avec le reste de la Grande-Bretagne et pas à deux mesures. Donc, Theresa May est dans une situation maintenant où elle peut être aussi accusée par les membres de son propre parti qui sont pour un Brexit dur, d'être un peu
molle, si vous voulez, en disant on essaie de négocier quelque chose avec l'Irlande du Nord, et donc il peut y avoir un challenge dans son propre parti de quelqu'un d'autre pour dire voilà, vous n'êtes pas à la hauteur de la tâche, on va vous dégager pour mettre quelqu'un à votre place. Donc elle est confrontée à plusieurs problèmes en même temps, avec l'Europe, avec son propre parti, avec le DUP, avec peut-être quelqu'un d'autre qui va défier, une motion de défiance à son égard pour la faire remplacer. Donc c'est pas facile la tâche. Il y a aussi une dimension du côté de la République d'Irlande, parce que du côté de la République d'Irlande, pendant tout le week-end, on voyait bien que le Premier ministre irlandais disait « Attention, nous ne souhaitons pas qu'il y ait de frontières qui soient rétablies entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. » Donc c'est aussi un problème qui est là pour toute l'Union européenne. Pour des raisons historiques ou pour des raisons économiques ? Non, pour les raisons historiques. Et cet accord de paix qu'il y a entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 personnes qui franchissent cette frontière invisible en Irlande, et c'est vraiment un élément fondateur de la paix en Irlande. Donc aujourd'hui, l'idée de remettre des points de frontière et des contrôles, ça paraît c'est impossible pour l'Irlande du Sud aussi. Et dans ces cas-là, que peut faire l'Europe? Elle est obligée de laisser Theresa May arbitrer avec ce parti allié. L'Europe qui va, comme le disait Philippe Turle, effectivement, le problème n'est plus au niveau de l'Union européenne. Il est au Royaume-Uni, il est en Irlande. Mais vous le disiez tout à fait justement, Theresa May, c'est l'otage d'une dizaine de députés unionistes et qui vont faire la pluie et le beau temps à la Chambre des communes. Car il ne faut pas oublier que demain, on va soumettre les modalités de cette sortie à la Chambre des communes. Et donc le DUP tient en otage. Et le tort de Theresa May, c'est d'être effectivement trop à l'écoute, à mon sens, de ce parti qui est un parti très conservateur, mais qui est aussi affaibli. Je rappellerai qu'il y a eu des élections régionales il y a presque un an en Irlande du Nord et que Mme Marlene Foster, qui était chef du gouvernement, ne l'est plus. Et que le Sinn Féin, qui est catholique, a voté, lui, et pratiquement été à égalité de voix avec ce parti politique pour rester dans l'Union européenne ou rester dans le marché unique. Donc c'est vraiment inextricable, en effet. Et alors que Theresa May, vous le disiez tout à fait justement, était sur le point d'obtenir un accord sur la frontière d'Irlande du Nord, je rappellerai que Leo Varadkar, qui est le Premier ministre Premier ministre irlandais, a dit qu'il était prêt à soutenir Theresa May, et il avait menacé, il n'y a pas longtemps, de mettre son veto au Conseil européen pour passer à la seconde phase de négociation. Donc là, il était sur le point d'accepter, et voilà que c'est une dizaine de députés sous la férule de cette personne qui menace de tout faire écrouler au Royaume-Uni. Qui menace, dites-vous, de tout faire écrouler. Est-ce que cette affaire-là, je disais tout à l'heure inattendue, parce qu'on pensait que c'était au moins dealé avant d'aller au-devant des Européens pour signer un accord. Oui. Est-ce que cette affaire-là peut mettre le Brexit à l'arrêt? Tout à fait. Les négociations moi, je pense, oui, absolument, ça peut tout faire capoter, parce que si Theresa May revient en arrière, c'est le Premier ministre irlandais qui risque de poser son veto à la seconde phase des négociations, à savoir les accords commerciaux, alors qu'il était plutôt apte à dire OK, on continue. Et donc, le fait que les partis unionistes s'opposent, eh bien, pourrait conduire à, de nouveau, mettre en minorité. Et la seule planche de salut, je dirais, de Theresa May, paradoxalement, ce seraient les travaillistes qui pourraient éventuellement venir soutenir son gouvernement, non pas dans un intérêt partisan, mais dans un intérêt national, de façon à ce qu'effectivement le Royaume-Uni puisse sortir la tête haute de ces négociations. Et on a vu dans ce reportage qui était limpide de Walid Berissoul tout à l'heure, qu'il y avait du coup certains, comme le maire de Londres, qui profitent de l'occasion pour dire comme ça, nous on va pouvoir aussi négocier des dérogations au Brexit. Ça c'est un coup politique, ou l'Écosse même. Oui, mais bien sûr, parce qu'en fait c'est un peu un paradoxe. On se trouve dans le cas où on propose d'une certaine façon à l'Irlande du Nord d'avoir un statut spécial par rapport au Royaume-Uni dans ses relations avec l'Union européenne. Actuellement, l'Irlande du Nord, en tout cas le DUP, dit non. Tandis que les Écossais, qui sont pour leur majorité indépendantiste, eux, aimeraient bien avoir ce statut. Et puis, effectivement, à Londres, où on a voté en majorité pour rester dans l'Union européenne, eh bien, ça serait aussi une bonne occasion de pouvoir négocier un statut spécial. Donc, en fait, on se retrouve vraiment dans une configuration très, très compliquée à l'intérieur du Royaume-Uni, à l'intérieur des différentes régions, avec des points de vue très différents. Et effectivement, pour Theresa May, la tâche est vraiment difficile. Ça, c'est le summum du ridicule, parce que si on fait un kit Brexit, où ceux qui ont voté pour s'en vont, ceux qui ont voté contre restent, les Écossais, les Londoniens. Alors le Pays de Galles, ils ont voté plutôt pour le Brexit, puis maintenant ils voudraient rester, on ne s'y reconnaît pas. Pourquoi ne pas découper d'ailleurs le territoire en plus petites unités, comté par comté? Pourquoi ne pas fonctionner par citoyens? On sait que les jeunes ont plutôt voté pour rester dans l'Union européenne. Alors on va dire les moins de 35 ans, ils garderont un passeport européen, et puis les autres qui ont voté pour le Brexit, ils vont redevenir... Non, là c'est même plus Jarry. Le point dont on parle là, c'est quand même uniquement la question de la frontière. Et encore une fois, on parle de l'union douanière, on ne parle pas de toutes les dimensions de l'Union européenne. Si vous posiez la question à tous les Britanniques sur l'ensemble des dimensions de l'Union européenne, vous n'auriez pas une réponse aussi simple que celle-ci. On parle juste d'une frontière. Là, on est dans une solution qui va pour personne. Ça va ni pour Theresa May, ni pour les
les habitants d'Irlande du Nord, ni pour la République irlandaise, et ni pour les autres membres de l'Union européenne et de Grande-Bretagne aussi. Donc, et plus grave encore pour moi, c'est que si cette frontière se refait comme avant, là, ça va ouvrir la porte à toute cette activité nationaliste qui nous a pourri la vie pendant toute ma jeunesse. J'ai qu'un souvenir, c'était tous les soirs, la BBC, la télévision parlait que des problèmes d'Irlande du Nord, les attaques terroristes, les bombes, les morts. Et maintenant, c'est terminé depuis 1998. Donc, personne n'a envie que ça revienne. Et si on reconstruit cette frontière, qui est une signe de séparation entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise, ça peut ouvrir très vite les pensées nationalistes, le retour de l'IRA. C'est vraiment la boîte à Pandore qui peut s'ouvrir. Donc il y a urgence pour trouver une solution. Patrick Martin. Oui, je crois que là, vous avez tout à fait raison. C'est effectivement, il faut qu'elle prenne des risques politiques aujourd'hui. C'est une femme qui manque d'autorité politique et aujourd'hui, elle doit clairement prendre une position. Il n'y aura pas d'exception territoriale sur le Brexit. Il y aura une position gouvernementale, une position nationale et elle doit prendre aujourd'hui des risques en disant d'accord, le DUP est contre, eh bien moi, je me présente devant la Chambre des communes avec un projet ficelé qui se tient politiquement et je prends le risque d'être mise en minorité. Et à mon avis, certains travaillistes voteront pour elle. Reviendrait pour la soutenir, pour qu'elle puisse aller au bout d'un Brexit qu'elle aurait pensé et Absolument. avec une issue, parce que là, on voit pas. Il faut une issue, il faut une position très claire politiquement. C'est de ne rien dire hier, d'aller jusqu'au bout des négociations et sortir de là pour dire voilà ce que j'ai négocié, de prendre en porte-à-faux le DUP au lieu de leur téléphoner au milieu pour dire est-ce que vous êtes d'accord et ils disent non. Est-ce qu'il y a un problème, Theresa May, dans cette négociation? Je le disais en commençant l'émission, elle avait, alors je ne sais pas si c'est elle ou en tout cas ce sont des propos qu'elle avait portés, elle avait évalué le coût du Brexit à 20 milliards. On est passé à 50 milliards, elle a accepté cette négociation. Comment ça a été vécu en Grande-Bretagne? Et est-ce qu'elle est aujourd'hui, elle porte une partie de responsabilité dans l'achoppement des discussions? Enfin, alors moi, j'ai plutôt le sentiment que Theresa May fait tout ce qu'elle peut pour que le Brexit soit une réussite pour le Royaume-Uni et que, notamment, elle a repris la main dans le cadre des négociations sur David Davis, qui est le secrétaire d'État chargé au Brexit pour les Britanniques et qui fait un certain nombre de déclarations qui sont parfois, me semble-t-il, très étonnantes. Je pense que Theresa May a beaucoup plus une approche pragmatique vis-à-vis du Brexit. Et sur la question de la facture que vous posez, en fait, ce qu'a dit Theresa May simplement en septembre dernier, c'est que le Royaume-Uni honorait ses engagements financiers, c'est-à-dire la contribution que le Royaume-Uni fait chaque année au budget européen, c'est à peu près 10 milliards de livres. Et donc, en fait, quand elle a annoncé 20 milliards, elle donnait les chiffres pour 2018 et 2019. Ça, c'était le minimum. Et puis ensuite, les négociations se sont faites sur les autres points. Alors pour l'instant, on n'a pas de document officiel qui récapitule l'accord entre l'Union européenne, s'il y en a un, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, mais on arrive assez facilement à 50 milliards de livres ou d'euros quand on prend en compte le montant des retraites des fonctionnaires britanniques qui travaillent dans les instances européennes, quand on prend en compte les engagements multiannuels du Royaume-Uni, c'est un chiffre qui semble à peu près raisonnable. Et sur la question de la facture, je pense que Theresa May avancera dans un sens où, effectivement, un accord pourra se faire avec les autres pays de l'Union européenne. C'est la moindre des choses quand même. C'est exactement comme dans une copropriété quand vous vendez un appartement. S'il y a des décisions qui ont été votées avant pour refaire le toit ou refaire la façade, l'ancien propriétaire continue à payer. C'est pas le nouveau. Et c'est tout à fait logique. Parce que vouloir partir en ne payant pas un centime, c'est comme quelqu'un qui au restaurant partirait juste avant le café et dirait j'ai pas pris le café donc je paye pas l'addition. C'est absolument ahurissant. Il faut donc bien entendu pouvoir payer cette facture. Les Britanniques le doivent. Quant au marché unique, qui pourrait être un entre-deux, moi, ça me semble une entourloupe. Parce que ça veut dire que les Britanniques vont profiter de ces avantages et de pouvoir faire de la concurrence forte pour eux et de ne pas payer. C'est comme si vous rentrez dans un théâtre, vous ne payez pas de billets pour participer à l'entretien du théâtre, mais vous demandez à vendre des pop-corn. Ça serait vraiment une escroquerie. Juste sur cette histoire, pardonnez-moi, sur cette histoire de facture, ce chiffre est désormais dans le débat, les 50 milliards, alors effectivement, il n'est pas validé officiellement, mais il paraît assez crédible. Ça passe comme une lettre à la poste. Pour ceux qui ont voté pro-Brexit, à qui on avait dit qu'on récupérerait plutôt de l'argent avec le Brexit. Oui, mais pour les hôpitaux publics ça, et tout ça. Ça a été vendu, je suis désolé, mais la campagne pour le Brexit était une vaste série de mensonges avec le chiffre qui incarne le référendum, c'était les 350 millions de livres qu'on allait récupérer pour investir par semaine dans le service de santé. Sur les bus, en plus. Sur des grands cas qui circulaient partout en Grande-Bretagne. Je me suis dit, tiens, le service de santé ira beaucoup mieux. Et dès la fin du référendum,
Boris Johnson dit, finalement, et Nigel Farage aussi, de UKIP, finalement, je ne peux pas honorer cette promesse parce qu'on n'a pas les fonds. Donc, sur le montant de la facture, ça reste toujours assez flou sur le montant final. On dit 50 milliards, 55 milliards, 40 milliards, on ne sait pas, parce que là, on est parti dans une négociation à long terme, dans un sucre pour dire, très bien, le livre a baissé, donc on va payer moins cher parce qu'on a perdu de l'argent sur certains investissements qu'on a fait. Il y a des projets en Europe qui n'ont pas été honorés, donc on va récupérer notre argent. Mais quand ils entendent parler de ces 50 milliards, même si ce n'est pas validé... Alors, ça dépend à qui vous parlez. Évidemment, ceux qui sont pour un Brexit dur, qu'on part tout de suite, ils ne sont pas d'accord. Mais la plupart des Britanniques, ils acceptent, je pense, sur le fond, qu'on doit régler quelque chose. Et le gouvernement a fait une erreur à un moment, Theresa May d'ailleurs, quand elle a parlé en annonçant 20 milliards, évidemment, tous les spécialistes ont dit que ce n'est pas suffisant. Et c'était un pari raté pour essayer de récupérer un public un peu réfractaire à cette histoire. Et finalement, elle se trouve maintenant avec une facture beaucoup plus lourde qu'elle essaye de vendre. Il paraît qu'on est presque arrivé à un accord sur ça. Ce qui est drôle, c'est que quand on a parlé des 3 éléments dont Christophe parlait tout à l'heure, à savoir les ressortissants de l'Union européenne en Grande-Bretagne, la facture et la frontière avec l'Irlande du Nord, on disait le plus facile sera la frontière avec l'Irlande du Nord et les ressortissants, et le plus dur la facture, et finalement, ce n'est pas le cas. Alors, plus forte croissance des pays du G7 en 2014, l'Angleterre serait, selon l'OCDE, lanterne rouge avec à peine 1% de croissance l'an prochain, selon les prévisions. Le doute s'empare de toute l'économie au Royaume-Uni, mais les partisans du Brexit n'en démordent pas, à l'image de ce producteur de fromage que nous avons rencontré dans le sud de l'Angleterre. Reportage Marie-Charlotte Duluc et Thomas Buyer. Sud de l'Angleterre à la fin de l'été dernier. Les Britanniques s'apprêtent à négocier pour la 3e fois les conditions de leur sortie, sous l'œil impassible de ces vaches laitières. Une douzaine de bêtes qui permettent à Charles Martel de fabriquer chaque année 20 tonnes de son fameux Gloucester. C'est dans cette pièce que notre fromage s'affine. Du fromage à pâte molle protégé par l'appellation AOP depuis plus de 20 ans et qu'il exporte en Europe, en Australie ou aux États-Unis. C'est un fromage lactique. Il a le goût du lait. C'est un fromage assez jeune, c'est pas mauvais. C'est même vraiment bon. Avec le Brexit, le Gloucester risque certes de perdre son appellation. Son exportation coûtera peut-être plus cher. Mais si c'est le prix à payer pour plus de souveraineté, cet agriculteur est prêt à prendre le risque. L'AOP aura peut-être un autre nom, mais ce n'est pas un problème. Vous reconnaîtrez notre travail et nous reconnaîtrons le vôtre. Nous voulons décider de ce que nous faisons. Nous ne voulons pas que quelqu'un à Bruxelles nous dise quoi faire. Ce n'est pas une question d'argent. Nous sommes une île ici. Et nous avons une chanson qui dit que les Anglais ne seront jamais, jamais, jamais des esclaves. Et c'est ce que l'on ressent avec l'Europe. Une liberté qui pourrait coûter cher aux Anglais, bien plus cher que ce qu'ils imaginaient. Pour la première fois depuis 5 ans, l'inflation atteint son plus haut niveau, 3% cette année. Avec par exemple des prix dans les supermarchés 4,2% plus élevés cet hiver que l'an dernier. La croissance, elle, ne cesse de baisser depuis les résultats du référendum. 2% en 2016, 1,6% cette année, et pas plus d'1% selon les prévisions de l'OCDE pour 2018. C'est le bazar. C'est vraiment compliqué. La croissance est mauvaise, la dévaluation de la livre est bonne pour l'export, mais actuellement nous importons plus que nous exportons. Petit à petit, vous allez dans les magasins et vous voyez les prix augmenter. Il y a aussi de grosses incertitudes sur les emplois. Si les citoyens européens ne sont plus autorisés à venir travailler pour des postes à bas salaire, comme dans l'agriculture ou les cafés, ces entreprises ne pourront plus fonctionner normalement. 3 millions d'Européens vivent et travaillent en Angleterre et malgré les récentes avancées, le Brexit rend toujours leur statut juridique incertain. Là, on a l'équipe qui est très internationale. Par exemple, Julia, ici, elle est allemande. À côté d'elle, il y a Christelle qui vient de France. Alexandra, elle vient d'Autriche. Et ici, on a Clémy et Emma qui viennent donc d'Angleterre. Cette entreprise française de bijoux est basée à Londres depuis 10 ans. Dans ses bureaux, sur les 25 salariés, 19 sont étrangers.
Et c'est vrai qu'on se demande quelle va être encore l'attractivité de Londres chez les jeunes diplômés en Europe. Est-ce qu'ils vont avoir envie de prendre le risque de venir en Angleterre, sachant qu'on ne sait pas encore quels vont être les critères pour pouvoir rester. Ça peut nous handicaper si on n'arrive plus à retrouver les bons candidats. Des candidats cosmopolites et des commandes qui le sont tout autant. L'entreprise exporte 45% de ses créations à l'étranger. Et le départ du Royaume-Uni risque de lui compliquer la tâche. Sur les commandes européennes, on ne sait pas encore ce qui va se passer en termes de douane. Et donc on ne sait pas si on va avoir des déclarations de douane à faire en plus sur chacune des commandes. Et donc ça peut nous handicaper, nous, en termes de temps, parce que ça va être de la paperasse en plus de notre côté. Mais aussi en termes pour nos clients, on ne sait pas à quel niveau vont être les droits de douane et s'ils vont devoir payer des frais en plus sur chacune des commandes. Les bijoutiers comptent pour l'instant rester en Angleterre, mais d'autres ont déjà franchi la Manche. Des grandes entreprises, mais aussi des organismes européens comme l'Agence bancaire à Paris et celle du médicament à Amsterdam. Nous allons revenir sur ces entreprises qui sont parties, qui ont quitté le Royaume-Uni. Mais d'abord, cette question, concrètement, quels avantages auront les Britanniques à ne plus faire partie de l'Union européenne? Catherine Mathieu. Vous voulez dire en termes économiques? Je pense, oui. C'est compliqué de vous apporter une réponse rapide. Mais bon, en fait, on peut dire quand même, pour essayer de résumer, qu'en fait, les Britanniques avaient une très bonne situation à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, on a du mal à voir quels avantages ils ont à en sortir. Ils avaient gardé en particulier leur monnaie, la livre, donc ça leur permettait d'avoir une monnaie qui fluctuait. Ils avaient gardé beaucoup d'indépendance en matière budgétaire. Et en même temps, ils avaient l'accès à ce marché unique, ce grand marché unique. Donc, en fait, ils avaient, je pense, tous les avantages dans le système précédent. Alors, aujourd'hui, en termes économiques, il est difficile de voir ce que les Britanniques vont gagner. Pour les plus libéraux, pour les économistes libéraux, ce que les Britanniques vont gagner en sortant de l'Union européenne, c'est d'échapper à toute la bureaucratie, à toutes les règles européennes et de pouvoir s'ouvrir vers le vaste monde. Donc c'est ce qu'essaye de vendre, entre guillemets, Theresa May, en disant nous allons devenir une Grande-Bretagne mondialisée et nous allons nous ouvrir vers le large. Bon, c'est un argument qui est, je pense, assez limité. Bon, aujourd'hui, il faut voir quand même que l'essentiel des points forts de l'économie britannique, c'est en matière de services, que là, il y a un grand excédent de services vis-à-vis de l'Union européenne, et que de façon générale, c'est vers l'Union européenne qu'il y a ce point fort en matière de services. Par ailleurs, quand on regarde quand même les flux commerciaux par grande zone, on voit que les Britanniques exportent beaucoup vers les États-Unis, et là, il y a un très grand excédent commercial britannique. Depuis toujours, c'est pas depuis le Brexit? Pas depuis le Brexit, bien avant, mais alors justement, on voit que depuis 10 ans, cet excédent ne cesse d'augmenter, alors qu'en fait, le déficit se creuse vers l'Union européenne. Donc effectivement, en tout cas, aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a un avantage pour les Britanniques à s'orienter vers les États-Unis, qui sont vraiment un grand partenaire pour les Britanniques. Mais elle est importante, votre réponse, parce qu'en fait, elle ne va pas de soi. C'est-à-dire que ceux qui ont voté en faveur du Brexit doivent se réveiller le matin en disant, bon, c'est quand les avantages d'une sortie de l'Union européenne? Vous voyez ce que je veux dire? Les avantages économiques, visiblement, c'est plus compliqué que ça. La libre circulation des personnes et les questions d'immigration qui ont beaucoup fait parler pendant la campagne et qui ont vraiment alimenté les débats, je ne suis pas sûre qu'au quotidien, ils voient vraiment le changement. Non. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, les promesses du Brexit étaient pour une grande partie des mensonges. Et les gens sont réveillés en disant si on veut pour le Brexit, on récupère tout cet argent qu'on donne à l'Union européenne qui ne nous sert à rien. Comme ça, on va être plus riche, on va avoir un service de santé et des services sociaux beaucoup mieux gérés avec beaucoup d'argent. Pourquoi donner ça à Bruxelles? On sera libéré de tous les directives européennes qui nous imposent. Par exemple, on disait, mais je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ça, la taille des bananes. Oui. Mais c'est ridicule. Et quand on demande au public, donnez-moi un exemple des directives européennes, les gens, ils ne connaissent rien, ils sont incapables de répondre. Mais ils disent, bon, on va libérer de ces directives, donc pour nous, ce serait bien. Et troisième, c'est évidemment l'immigration. Et pendant la campagne pour le référendum, il n'y avait pas de différence entre l'immigration de l'Union européenne et l'immigration qui vient de l'extérieur de l'Union européenne, à savoir de l'Afrique, de l'Irak, d'Afghanistan et les zones en guerre qui essayent de s'échapper, qui se trouvent pour une grande partie à Sangatte, dans le nord de la France. C'était pour cette raison-là que les gens ont voté pour le Brexit, pour mettre fin à l'influence de l'Union européenne,
stopper l'immigration et booster l'économie britannique. Pour le moment, aucun des trois a porté ses fruits. Avec des chiffres qu'on a vus dans le reportage qui sont très nets. Inflation plus 3% et des prévisions de croissance qui mettent la Grande-Bretagne en queue de peloton, avec 1% de croissance en prévision 2018. Alors effectivement, l'accélération de l'inflation, c'est vraiment le premier effet visible du Brexit parce qu'au lendemain du vote, il y a eu une chute de la livre d'environ 10%. Et c'est cet effet de chute de la livre qui a augmenté le prix des produits importés qui se répercute dans l'inflation. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à un chiffre de 3% d'inflation alors qu'il n'y avait pas d'inflation avant le vote. Je pense que cet effet maintenant, il est largement acquis parce qu'on a une livre qui s'est stabilisée depuis plusieurs mois maintenant et qui même se réapprécie vis-à-vis de l'euro et du dollar. Alors du coup, quand même cette accélération de l'inflation fait qu'il y a moins de pouvoir d'achat des ménages, un peu moins de consommation et une croissance qui ralentit. Mais aujourd'hui, donc la croissance britannique, les chiffres que nous prévoyons à l'OFCE sont ceux qui sont donnés aussi à peu près par l'OCDE, une croissance de 1,5% cette année. Alors c'est beaucoup moins que ce qu'il y avait il y a 1 an, 2 ans. Bon, en même temps, aujourd'hui, c'est à peu près la croissance qu'on attend en France. Donc il faut bien voir qu'il y avait un dynamisme de la croissance britannique qui était plus fort avant le vote que nous, ce qu'on connaissait dans la zone euro. Et effectivement, aujourd'hui, on perçoit un ralentissement de l'économie britannique. Vous nous disiez tout à l'heure que si on revotait pour un référendum pour ou contre le Brexit, les résultats seraient les mêmes. Pourtant, au quotidien, Philippe Théo, ça doit se voir, 3% d'inflation. Oui, c'est vrai, mais je dirais que plus fort que cela, c'est l'image négative de l'Union européenne. Et vous savez que la Grande-Bretagne a une presse populaire qui est extrêmement virulente contre l'Europe. Pas depuis le Brexit, mais la presse qui est le plus lue, à savoir le Daily Mail, le Sun, The Times, etc., ont tous été anti-Brexit. Et quand vous achetez ces journaux, vous lisez ce qui est écrit là-dedans, vous comprenez que les gens, ils votent pour partir parce qu'ils croient qu'ils ont pris la bonne décision. Encore aujourd'hui. Et j'ai parlé avec des gens qui disaient, mais ma grand-mère, par exemple, avant, était sympathique, elle était ouverte, elle aimait bien les gens qui venaient de l'étranger. Depuis qu'elle lit le Daily Mail, ça l'a complètement pourri le cerveau et maintenant, elle devient complètement insupportable. Et donc, cette presse, j'exagère peut-être un peu, mais cette presse a une influence énorme sur les réflexions, sur les réactions des gens et la façon dont ils votent. Et la presse, il y a quand même, du côté britannique, toujours eu le souhait de garder une souveraineté et de ne pas aller vers davantage d'intégration européenne. Ça, c'est quand même une composante qui est très britannique. Donc même si on sait que ça cause problème, ça pose problème, sur le fond, les Britanniques restent indépendants. Et c'est une nation qui est dans une île. Ils se considèrent comme le plus grand empire du monde autrefois. Donc, on ne veut pas faire partie de Bruxelles. Peu importe qui paye leur pain, les biens du quotidien plus chers. Je voudrais quand même, excusez-moi, mais dire depuis la première fois depuis 2013, je lisais hier dans la presse britannique, le Guardian, pour ne pas le citer, que le taux de consommation avait baissé depuis la première fois depuis 2013. Donc il y a quand même des conséquences négatives. Il y a aussi des conséquences négatives sur la main-d'œuvre. Un chiffre, par exemple, 130 000 citoyens de l'Union européenne sont partis depuis l'année dernière du Royaume-Uni pour repartir dans l'Union européenne, dans les pays de l'Union européenne. Donc, il n'y a aujourd'hui que des aspects positifs. Et on citait le taux de croissance, mais même le ministre des Finances, M. Philippe Hammond, a calculé son budget sur un taux de croissance aux alentours de 0,5% pour les années qui viennent. Donc, il est quand même nettement plus pessimiste que les organismes qui font des taux de croissance sur des prévisions. Donc, il me semble que ça va être important. De croissance plus élevée que ce que vous dites, sur 1,5% à peu près. Mais il y a une révision à la baisse parce qu'autrefois... Une révision à la baisse, tout à fait. Avant, on était du côté du budget britannique sur une prévision de 2%. Maintenant, par an, on est sur 1,5%. On peut se mettre d'accord que c'est plutôt dans une phase de baisse de la croissance et de ralentissement de l'activité. En fait, les Britanniques n'ont pas voté pour des raisons économiques pour le Brexit. C'est vraiment ça le fond de la question. Économique d'un acte politique qu'il faut complètement assumer. Non, mais c'est ce que racontait très bien Philippe Théo en rappelant ce qu'a été réellement cette campagne avec la thématique de l'immigration qui était très présente. Je ne veux pas être méchant, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'impact du Brexit sur l'économie. Mais je vous en ai un exemple tout bête. Avec le prix des matières premières qui augmente parce que le livre a baissé, certains fabricants, par exemple, des barres chocolatées, sont obligés de réduire la taille du bar chocolaté pour que ça reste le même prix. Donc, au lieu de trouver 10 cas à l'intérieur, on en trouve 8. Mais pour eux, le prix reste la même. Donc, on ne voit rien. Mais en fait, petit à petit, il y a certaines choses qui changent. Et il y a pas mal de gens qui me disent, nous, on remarque que les prix augmentent. L'essence a augmenté, par exemple. Les prix des produits de base augmentent. Donc, on ne sait pas jusqu'à où ça va aller, mais il y a quand même un sentiment que depuis un certain temps,
est-ce qu'il y a une connexion avec le référendum ou pas? Mais il y a un changement et certains prix sont plus élevés qu'avant. Et là, on se dit, est-ce que la France peut en profiter? Alors, on a été très content de récupérer l'autorité bancaire qui était à Londres et qui s'est installée à Paris. Mais est-ce que ça va au-delà? Est-ce que les entreprises qui avaient dit qu'elles partaient, est-ce qu'elles viennent s'installer en France? La France peut en profiter parce qu'en effet, sur tous ces services qui faisaient la force du Royaume-Uni, notamment de Londres, on peut récupérer. L'agence bancaire en est un exemple. On va aussi récupérer des Français qui ont de hauts potentiels de consommation parce qu'ils ont de hauts revenus et qui faisaient leur carrière à Londres, dans la finance notamment. Ceux-là reviendront peut-être, alors ils iront peut-être à Francfort, mais ils reviendront peut-être à Paris, et avec eux beaucoup d'emplois. Donc évidemment, la France peut en être une grande bénéficiaire. La France peut aussi tirer parti de la fin de ce problème des migrants. Parce que la frontière, qui pour l'instant est de notre côté, puisque nous sommes dans l'Union européenne, eh bien on pourra à un moment donné dire maintenant, vous gérez votre problème. Et ça, on va le faire sans... C'est pas le parti pris du gouvernement pour l'instant. On va le faire sans cynisme, sans brutalité. Mais à un moment, ça viendra sur le tapis de la nouvelle donne. Espérons que d'ici là, le problème global des migrants sera moins sensible dans toute l'Europe qu'il ne l'est aujourd'hui. Moi, je ne me fais pas tellement de soucis pour l'économie britannique. D'abord, elle a des points de vitalité. On parlait du chômage faible tout à l'heure. Elle doit inventer un nouveau modèle. Dire le grand large à la mode Churchill, c'est pas suffisant. Faut expliquer à quoi ressemble la nouvelle maison que décrivait Tony Blair. À quoi elle va ressembler dans les échanges favorisés avec le Commonwealth, dans les échanges favorisés avec les États-Unis. Le Royaume-Uni est capable de se réinventer un modèle britannique d'économie et ça ne sera pas la première fois. À la fin des années 1760-70, ils sont sortis du libre commerce des blés, ils ont inventé autre chose. C'est le pays qui a porté la révolution industrielle en Europe. Ils ont déjà connu, quand il y a eu la fin de la convertibilité de la livre en or, des chocs terribles. Donc ils sauront inventer un nouveau modèle adapté au post-Brexit. Ce qui est inquiétant, c'est qu'aucun leader politique actuel ne semble en état de le définir et de décrire l'année 2020 ou l'année 2021 dans le modèle économique britannique. Et pour l'instant, ils ne connaissent pas la décoration de la maison, puisqu'on parlait de l'appartement et de ni la métaphore de ni la taille des pièces. Exactement. Alors, ça pourrait être l'illustration de l'humour britannique. Les Anglais ont découvert le même jour la facture du divorce et la date du mariage, celui du prince Harry et de l'actrice américaine Meghan Markle. Une union qui arrive à point nommé dans un pays un brin morose et divisé comme jamais depuis le Brexit. Lucie Lémar et Christophe Roquet. Main dans la main devant les photographes, Meghan et Harry. Nouveau conte de fées à Kensington Palace. Pour l'annonce du mariage, la famille royale soigne l'image jusqu'aux détails de la demande du prince Harry. C'était une soirée comme une autre pour nous. Oui, une soirée tranquille. On était en train de préparer du poulet rôti. D'essayer de préparer du poulet rôti. Oui, d'essayer de préparer du poulet rôti. Et là, c'était une incroyable surprise. C'était tellement tendre et naturel, très romantique. Il s'est mis à genoux. L'annonce du mariage reprise par toutes les chaînes britanniques. Une nouvelle qui tombe à pic, le jour où Theresa May accepte la lourde facture du Brexit. Des noces qui rassurent après le long célibat du prince Harry. Une histoire d'amour en guise de remède au Brexit blues. Et je pense que le pays a toujours besoin d'une bonne nouvelle et qu'il n'y a rien de tel que la famille royale pour nous apporter un peu de soutien. C'est sûr, ça fait du bien. Et encore plus avec Meghan sur la photo. Je pense que tous les Britanniques l'ont adoptée dans leur cœur. Elle casse le protocole, elle est métisse, elle est divorcée, c'est fantastique. Ça fait du bien de voir que la famille royale avance avec son temps. C'est bien. Meghan Markle, l'américaine, une actrice hollywoodienne au caractère bien trempé qui dépoussière l'image de la couronne britannique comme jamais depuis la princesse Diana. Un mariage sous le sceau de la modernité. Dirty Harry, le prince, à la réputation sulfureuse, premier héritier à épouser une femme divorcée. Car dans la famille royale, d'autres ont déjà dû renoncer au trône en pareilles circonstances. Édouard VIII, en 1936, préfère abdiquer par amour pour Wallis Simpson, une américaine. Je pense que c'est extraordinaire de voir tout ce qui a changé depuis les années 30. En moins d'un siècle, les temps ont changé au-delà de l'imaginable. Quand on repense à l'abdication d'Édouard VIII, qui a abandonné le trône pour la femme qu'il aimait, parce qu'il n'aurait jamais pu épouser une femme divorcée. Depuis, il y a eu des ruptures, des divorces au sein même de la famille royale, et l'attitude vis-à-vis du mariage est devenue peut-être plus réaliste.
La famille royale redore son blason après les tumultes des années 90, marqués par le divorce de Charles et Diana et la mort de Lady Di. La couronne a aujourd'hui retrouvé le soutien populaire. 3 Britanniques sur 4 estiment que la monarchie a un rôle important à jouer dans l'avenir du pays. Popularité boostée par le jeune couple, le sourire de Meghan et Harry bientôt affiché dans toutes les boutiques de souvenirs. Pas de quoi sortir l'Angleterre de la morosité économique, mais la couronne britannique rapporte près de 2 milliards d'euros selon un récent rapport. Le mariage royal, du baume au cœur et au porte-monnaie. Ça serait une bonne chose pour tout le monde. Pas seulement pour les boutiques de souvenirs, mais pour tous les commerces, les restaurants notamment. Organisées au château de Windsor le printemps prochain, les noces du prince Harry s'annoncent plus sobres que celles de son frère William. Un détail qui pourrait plaire aux Britanniques qui redoutent la crise économique. Philippe Turle, on rappelait tout à l'heure que c'est tombé le même jour, l'annonce du mariage du prince Harry et le chèque du Brexit. C'est un hasard total du calendrier ou est-ce que ça peut, à un moment donné, être fait en sorte que ça fasse passer la pilule ? Je dirais que je pense que c'est un hasard, mais si la personne qui a fait ça s'est rendu compte, il aura gagné 10 points, parce qu'il fallait quand même faire ça le même jour que l'annonce d'un mariage. Ça sert à quelque chose ? Est-ce que c'est... On disait, il y a une morosité, en tout cas, c'est un pays qui doit gérer la sortie de l'Union européenne, c'est pas rien. Est-ce que ça pèse autant qu'on veut bien le croire, nous, Non, d'ici ? je ne pense pas. Honnêtement... Vous allez rire, mais je dis toujours vous les Français. Ben oui. Vous les Français, vous pensez que nous on est tous des fans, mais jusqu'au boutiste de la famille royale, ce qui n'est pas le cas. En Grande-Bretagne, il y a beaucoup de gens qui s'en moquent royalement, si c'est le terme de le dire. Mais pour une partie, il est vrai que la famille royale incarne la continuité du pays, la pérennité des valeurs britanniques, etc. Et donc, ils sont contents quand on a un mariage. Il est vrai que Harry a fait attendre ses fans depuis longtemps. Il est devenu l'homme le plus éligible du monde, avec beaucoup de jeunes femmes qui rêvaient de se marier avec lui. Donc maintenant, il a trouvé sa future épouse. Et il est vrai que pour l'économie britannique, avec les retombées pour le tourisme, pour la marchandise, pour les droits de télévision, diffusion, etc., c'est que du bénéfice pour la Grande-Bretagne. Et à un moment où beaucoup de gens se posent la question où on va, avec quels moyens, pour devenir quoi avec le Brexit, c'est vrai que là, il y a un petit peu de nostalgie, de solidité, quelque chose sur lequel on peut tenir en temps difficile pour débattre. Même avec le Brexit, même avec l'inconnu, il y aura toujours la famille royale. Toujours un mariage. Oui, alors effectivement, à l'échelle du pays, on verra très très peu d'effets. Mais en termes de tourisme, on verra un petit effet positif avec l'arrivée, avec le mariage. Et je disais l'arrivée parce que je pensais aussi qu'il y aura un autre événement l'an prochain, c'est l'arrivée du 3e enfant chez Kate et William. Donc il y aura 2 événements au printemps royaux. C'est un effet économique sur le tourisme. Qui feront un effet, alors pour le mariage, un effet sur le tourisme, et puis sur les ventes de produits dérivés, voilà, les tasses et autres produits à l'effigie des mariés, ou des futurs bébés royales. Voilà. Donc il y a un petit effet positif sur le tourisme. En fait, on parle de millions de livres, donc c'est pas un effet macroéconomique majeur. C'est un petit effet. Alors, on parle de ça avec un air un peu anecdotique, mais dans un pays, on sait que la confiance, que le moral, ça pèse sur les dynamiques économiques. Un sujet comme celui-ci, sur l'économie britannique, c'est pas totalement anecdotique. Je dirais... Non. En tout cas, quand même sur le plan économique, si au macroéconomique, on verra un tout petit effet, mais à peine visible. Quelques années plus tard, quand on regardera un graphique, on verra très peu d'effets. Mais sur le moment, c'est vrai que ça fait un petit effet positif. Ce n'est pas le jour J où il y aura l'effet. Je vais vous donner 2 exemples. Vous voyez l'image là de Harry et de Meghan. Elle porte une robe blanche, un manteau blanc. Quand on a vu cette image d'elle dans les jardins de Kensington, dans la demi-heure après les premières images du couple, le site internet qui vend ce manteau a craché. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont allé dessus pour l'acheter. On voit l'effet immédiat de la vente. Quand Kate Middleton est apparue la première fois dans cette fameuse robe bleue, tout le monde a acheté, plus rien dans les boutiques. Donc il y a un effet immédiat sur la famille rose, ce qu'ils font. Et deuxième effet, quand vous allez avoir ce mariage, évidemment, ça va être retransmis partout dans le monde.
beaucoup de pays aiment ça. Donc, tout ce qui est du plus britannique va être visible partout. Donc, c'est un formidable carte postale pour dire, venez nous rendre visite, venez en Grande-Bretagne, venez passer vos vacances. Vous n'êtes pas là pour le mariage, mais vous pouvez venir l'année prochaine. Et donc, c'est une façon de vendre le pays. Et quoi de mieux de vendre le pays que la famille royale? Et surtout dans un moment où l'image du pays a été un petit peu abîmée, écornée par le Brexit. La reine Elisabeth peut-elle s'exprimer sur ce sujet? Que pense-t-elle? Une question d'une téléspectatrice ou d'un téléspectateur de C'est dans l'air. Alors que pense-t-elle du Brexit? Est-ce qu'elle peut s'exprimer? Non, c'est compliqué. C'est compliqué pour elle d'interférer dans de la vie politique, gouvernementale. C'est extrêmement réglementé. Elle pourrait, si à un moment donné, l'union du pays semblait menacée. Si on était au bord de la guerre civile, on n'en est pas là. Mais c'est vrai que la reine d'Angleterre apporte autre chose au pays que simplement le petit boom économique de la vie de la famille royale et ce côté vitrine folklorique. Elle apporte une forme de stabilité, parce qu'elle est reine depuis extrêmement longtemps, 1952, et qu'on ne peut pas contester qu'elle a des qualités morales de chef d'État, en quelque sorte, et de stabilité. D'ailleurs, un des événements de la famille royale à venir, ce n'est pas les événements heureux, ça sera à un moment donné la disparition de cette reine. Et là, ça va être un grand moment de tristesse, bien sûr, mais aussi de doute. Parce que si on peut faire des petits booms économiques avec un mariage, une naissance, vendre des tasses, attirer des touristes, comme on le ferait avec une Coupe du Monde de football ou bien les Jeux Olympiques, eh bien, on peut aussi faire une économie substantielle et définitive en arrêtant de donner beaucoup d'argent à la famille royale, comme le font les Britanniques depuis longtemps. Ça coûte cher une famille royale, et quand on voit qu'une partie de cet argent se retrouve dans les paradis fiscaux, comme les Paradise Papers semblent l'avoir montré, ça peut être contesté. Peut-être que de passer à la République serait une forme d'économie substantielle pour les Britanniques. Il y a peut-être un... Là, c'est le français qui... Ça ne coûte pas si cher que ça. On estime par Britannique, ça coûte le prix d'un café au comptoir par an. 2 €. Donc, ce n'est pas des centaines de milliers d'euros. La reine a quand même bénéficié de la politique agricole commune pendant des années. Parce qu'avec tous ces terrains, toutes ces propriétés, en Écosse et ailleurs, c'est effectivement quelqu'un qui a beaucoup bénéficié des fonds européens. Et elle a quand même fait des efforts. Et pour ça, on lui a prêté l'idée que la sortie de l'Union européenne n'était pas forcément une très bonne idée, parce qu'au moment du référendum, certains ont essayé de la faire parler sur ce sujet. Sa tenue vestimentaire. On va laisser Philippe défendre la reine si vous voulez bien. Elle ne s'exprimera pas pour la simple raison qu'elle a donné une seule fois de sa vie une interview que vous pouvez trouver sur YouTube. Elle s'est dit après, plus jamais je ferai cela, parce que le moment où je parle à des journalistes et j'exprime mon opinion, automatiquement, je vais diviser le pays entre ceux qui sont d'accord avec moi et ceux qui ne le sont pas. Donc, en ce qui concerne tous les autres sujets, je ne m'exprimerai plus. Donc, elle ne parle pas. C'était quoi le sujet sur lequel elle s'est exprimée très vite? Je m'en souviens plus exactement, mais juste sur sa vie, comment elle a fait, les difficultés qu'elle a eues. Donc, elle s'est rendue compte que ce n'était pas à elle de dire cela. Donc, elle ne s'exprime plus. Elle ne va surtout pas s'exprimer sur le Brexit, parce qu'elle va diviser entre ceux qui sont avec la reine, oui, elle est pour ou contre, et ceux qui sont contre la reine. Donc, elle ne dira rien, mais on croit comprendre, parce qu'elle a fait quelques réflexions qui étaient en off par rapport à l'Écosse, quand il y a eu le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, qu'elle était contre. Donc, je pense qu'au fond elle-même, elle est contre le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Peut-être pas uniquement pour la raison de la politique agricole commune. Allez, nous passons maintenant à vos questions. Juridiquement, est-il possible que le Royaume-Uni fasse machine arrière? Juridiquement, est-ce que c'est possible? Juridiquement, disons, vous savez, il y a juridiquement et politique. Elle peut très bien décider d'un nouveau référendum en estimant que les paramètres ont complètement évolué. Et donc, juridiquement, disons qu'effectivement... alors, le référendum, normalement, a une portée obligatoire. Et donc, naturellement, elle a aussi une portée politique. Ce serait très difficile de revenir en arrière. Mais peut-être pourrait-il y avoir, encore une fois, une autre forme de consultation. Et par rapport à l'Union européenne, elle peut le faire juridiquement, effectivement. C'est prévu dans le cadre des traités. Le pays a demandé à sortir, mais il peut demander finalement à rester. Donc ça, c'est possible. Les Danois, au moment de Maastricht, si je ne me trompe pas, avaient voté contre, et puis on les a fait revoter après, et ils ont corrigé. Donc, on l'a payé cher collectivement, non ? Le fait de dire que les scrutins populaires n'étaient pas respectés. Oui, mais seule la démocratie peut annuler la démocratie. Un peuple a le droit de changer d'avis après une campagne honnête qui corrige les erreurs populistes d'une campagne malhonnête. C'était l'argument de Tony Blair, de dire que cette campagne n'avait pas été honnête. Ça n'est absolument pas sûr que les Britanniques voteraient différemment aujourd'hui. Et je pense que c'est une bonne chose pour l'Europe que le Brexit, donc il ne faut pas qu'ils changent d'avis. Qui freine le Brexit? Le Royaume-Uni ou l'Europe?
Ça c'est compliqué comme question parce que ça dépend de quel côté de la Manche vous vous trouvez. Si vous êtes en France, vous allez dire oui, les Britanniques, ben, ils font rien, ils traînent la patte, ils sont pas volontaires pour négocier. Et si vous êtes en Grande-Bretagne, vous dites bah, c'est l'Europe qui nous impose tellement de problèmes qu'on ne peut pas tout régler rapidement. C'est compliqué à dire, mais bon, vu ce qui s'est passé depuis 24 heures, évidemment, c'est un problème qui se trouve en Grande-Bretagne qu'il faut régler. Donc, parfois, c'est un problème britannique qu'il faut régler et parfois, c'est un problème en Europe. Mais je dirais que c'est 50-50. Je crois que la meilleure solution pour Theresa May, ce serait de repartir pour des élections législatives. Au moins qu'on ait une situation politique très claire. Parce que avec un sacré risque. Hein. Eh bien, elle prendra tous les risques qu'elle doit prendre, mais il faut qu'elle fasse preuve de courage politique. Soit elle aura une majorité, soit elle ne l'aura pas. Et à ce moment-là, on aura une situation plus claire politiquement. Moi, je dirais quand même plutôt que c'est l'Union européenne qui freine. Parce que c'est l'Union européenne qui a mis des conditions. Mais c'est légitime qu'elle mette des conditions. Oui, mais donc qui met des conditions très précises et qui impose un séquençage des négociations en discutant effectivement uniquement des droits des citoyens, de la frontière et de la facture financière dans un premier temps, alors qu'en fait, il y a une négociation à faire sur l'ensemble des questions, oui, d'accord, mais il y a en particulier sur le partenariat. Justement, est-ce que cet article 50 donne Oui, il y a un article 50, il y a une première phase, on doit régler les modalités du divorce, et article 50, une fois qu'on a réglé ces questions, on passe à la seconde phase sur les accords commerciaux. Ah non, mais pas du tout d'accord avec vous, parce que dans l'article 50, justement, on dit qu'on négocie le tout. Non, et c'est justement... Ça vous ennuie si vous continuez pour l'article 50, mais après. Allez, dans cette affaire, chacun défend ses intérêts, mais sont-ils conciliables ? Il y a un point d'équilibre possible. Ouais. Honnêtement, sur tous ces dossiers, on l'a vu sur la facture, il y a un point d'équilibre possible. Les Britanniques ont oscillé entre le hard Brexit, le soft Brexit, leur situation politique intérieure a compliqué la donne. Mais moi, je pense qu'il y a un point d'équilibre possible. Toutes les négociations européennes ont fonctionné par crise, par blocage, par nuit de négociation, et puis on trouve une solution. Ça sera encore le cas cette fois-ci. Il est vrai que Theresa May a commis une erreur, a passé ce coup de téléphone qui a fait capoter cet accord important sur la frontière irlandaise, qui était une étape importante. Il est vrai que sans doute sa personnalité et sa présence est un obstacle, mais je pense qu'il y aura une convergence. Je trouve que la subtilité de Michel Barnier, qui est à la fois très patient, très flegmatique, très britannique dans la forme, et qui ne cesse de dire ultimatum, je ne sais de rien de temps en temps, c'est une bonne attitude. Il n'y a pas d'arrogance européenne, mais il y a une fermeté. Et je trouve que David Davis, qui est un personnage en effet très complexe, est assez moderne. Il est assez moderne, sans doute avec des ambitions personnelles, mais il est assez moderne, il est assez continental dans sa manière de voir les choses. Ça doit se rapprocher. En cas de nouvelle élection, les travaillistes seraient-ils en mesure de gouverner? Que veulent-ils concernant le Brexit? Alors, c'est assez compliqué. Non, c'est simple, il faut aller vite. Oui, il y a beaucoup de questions. Je dirais que oui, c'est possible. Bon, ça, c'est une raison pour laquelle Theresa May ne veut pas appeler aux urnes, parce qu'elle pense que si il y a une élection demain, elle perdra. Et c'est pas possible que ce soit le cas. Et qui ouvrait la porte aux travaillistes et Jeremy Corbyn. Alors, les travaillistes ont voté pour le Brexit, mais Jeremy Corbyn, qui est le chef du Parti travailliste, il a voté contre le Brexit, mais Jeremy Corbyn, le chef du Parti travailliste, lui, a toujours voté contre toute la législation européenne depuis 40 ans au pouvoir. Donc, on pense que lui, il a voté contre parce qu'il était poussé à le faire par son parti, mais une fois au pouvoir, est-ce qu'il continuera avec le processus du Brexit? Il faut possible, parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Et lui, maintenant, il appelle pour que le Brexit soit le plus facile, le plus rapide possible pour qu'on aille jusqu'au bout. Donc, il faut possible que même si Jeremy Corbyn prenne le relais, le Brexit continuera. Y aura-t-il maintien de l'union douanière entre le Royaume-Uni et l'Union européenne si aucun accord n'est trouvé? Si aucun accord n'est trouvé, il y aura une crise quand même très forte à un moment donné, parce que la date, elle est connue, c'est fin mars 2019. Il faudra bien qu'à ce moment-là, on ait les conditions du Brexit. Moi, je pense que si le sujet de la frontière irlandaise se règle, derrière, on passera très vite à la suite, c'est-à-dire quel mode de relation nous avons après le Brexit. Et là, toutes les possibilités de garder des échanges commerciaux dynamiques seront étudiées. Et les Écossais, leur indépendance est-elle toujours dans l'air? Pas pour le moment. Il a été, mais les Écossais se trouvent dans une situation un petit peu compliquée vis-à-vis de l'indépendance par le fait que le dernier référendum a été refus. Et ils veulent rester quand même membres de l'Union européenne, donc ils sont dans une situation aussi un petit peu compliquée. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour parce que Nicola Sturgeon est quand même dans une période un petit peu difficile politiquement. Et si c'était la fin de l'Union européenne à deux vitesses, les exceptions réglementaires concédées au Royaume-Uni en étant l'image la plus parlante? C'est l'un des avantages au Brexit, c'est qu'on peut relancer une construction européenne homogène, cohérente et beaucoup plus approfondie, alors que les Britanniques bloquaient beaucoup de choses. On ne la fera pas à 27,
Le territoire européen est trop vaste. Il faut regrouper un certain nombre de pays qui sont prêts à aller beaucoup plus loin, notamment en matière sociale, en matière fiscale, là où les Britanniques pouvaient freiner. Si l'Irlande du Nord conserve le libre-échange avec l'Union européenne, que vont dire les Écossais ? Ils peuvent refaire un référendum d'indépendance et renégocier après une adhésion à l'Union européenne comme nation souveraine. Mais l'exemple catalan en ce moment montre que ce n'est pas facile. À un moment donné, quand on veut devenir une nation en disant mais on adhérera à l'Europe comme nation indépendante, l'Europe dit non, pas question. Pas question, vous ne rentrerez pas aussi facilement. Il y a un accord de libre-échange qui se met en place entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Je dirais tous les problèmes tomberont, pratiquement. On aura trouvé le bon accord pour le Royaume-Uni et les Écossais aussi, et pour l'Union européenne. Et ça serait la meilleure façon pragmatique de sortir de cette question. Ce sera un mauvais accord pour les Britanniques, parce que, comme on a dit tout à l'heure, ça ouvre la porte à l'Écosse, à Londres et au Pays de Galles, qui vont dire, nous, on voudrait la même chose. Qui pourrait remplacer Theresa May aujourd'hui ? On parle évidemment de Boris Johnson, le fameux Boris Johnson, ancien maire de Londres, ministre des Affaires étrangères. Il y a plusieurs personnes dans le parti qui se positionne un petit peu pour prendre sa place. Je ne suis pas convaincu que ce soit lui le meilleur candidat. C'est très difficile. C'est pour cette raison que Theresa May reste Première ministre pour le moment. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui se trouve avec la stature qu'elle a pour aller jusqu'au bout des négociations, mais elle est, comme on s'est dit tout à l'heure, dans une position de faiblesse vis-à-vis de son électorat. Juste pour schématiser rapidement, elle est dans une partie où vous avez les gens qui sont pour un Brexit dur. Vous êtes dans le même parti avec les gens pour un Brexit soft, et vous êtes dans une partie avec les gens qui ne veulent pas de Brexit. Et elle doit trouver une solution avec toutes ces personnes-là pour les négocier à Bruxelles. C'est vraiment pas facile. Pourrait-on revenir sur le Brexit avec un nouveau référendum ? Oui, encore une fois, la démocratie peut corriger la démocratie, mais pas comme ça d'un claquement de doigts, avec une vraie campagne et si possible une vraie participation électorale sans trop d'abstention. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30 après le magazine Empreinte consacré ce soir exceptionnellement à Jean d'Ormesson et réalisé par Frédéric Mitterrand. Jean d'Ormesson, la vie ne suffit pas, c'est le titre. On se retrouve demain à 17h30, 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.